Soif de culture. Soif de culture. Soif de culture, le balado agricole présenté par Soleno. Animé par Richard Boussinotte. Bonjour et bienvenue à Soif de culture, le balado agricole Soleno. Aujourd'hui, je reçois M. Vincent Giard. Le financement agricole et agroalimentaire joue un rôle crucial dans le développement et la croissance des entreprises liées à la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire. Monsieur Vincent Giard, nouveau membre du conseil d'administration de Soleno et ancien cadre de Financement agricole Canada, la FAC, possède une expertise de plus de 33 ans dans le domaine du financement des entreprises de ce secteur. Au cours de cette entrevue, nous allons explorer le rôle du financement agricole et agroalimentaire dans le développement durable et la croissance économique. Je vous souhaite un bon balado. Vincent Giard, bonjour, bienvenue au balado agricole Soleno. Bonjour, M. Boussinotte. On va en découvrir un peu plus. Moi, je connais Vincent Giard. J'ai rencontré Vincent Giard les premières fois dans des salons d'agriculture, puis on s'est toujours suivis. On faisait à peu près tous les mêmes salons d'agriculture. Donc, c'est vrai, pareil. Ça devient un petit monde, ça devient comme une famille. Absolument. L'industrie agricole au Québec est une industrie qui compte 29 000 fermes, 45 000 membres de l'UPA. Donc oui, c'est un petit monde. Puis c'est un monde extrêmement important. On va en parler tantôt, mais moi, je veux juste partir ça de la base. Vincent Giard, à la base, en fait, vous avez été Financement agricole Canada pendant 33 ans, mais vous êtes sorti de l'école, puis là, vous avez eu ce travail-là, mais vous étiez diplômé de McGill en agronomie, c'est bien ça? Oui, diplômé du Collège McDonald de l'Université McGill en agronomie. En fait, de formation, mon premier bac en agronomie, c'est comme nutritionniste animal. Et curieusement, j'ai bifurqué vers le financement agricole. Ça a été mon premier emploi. C'est différent des vaches, là, sur le terrain. Là. C'est pas pareil. Là. C'est différent des vaches, du terrain, absolument, mais c'est connexe, c'est complémentaire. J'ai toujours eu un intérêt pour la science et aussi pour l'économie agricole. Alors, ça m'a permis, mon travail à FAC m'a permis de combiner ces deux intérêts-là. Moi, puis je vais vous poser la question parce que je la pose toujours. Étiez-vous de la famille issue du monde agricole? Il y a des gens qui ont fait une carrière incroyable dans l'agriculture, mais du tout, il n'y avait aucun lien avec l'agriculture. C'est-tu votre cas ou pas? Non, j'ai des racines assez profondes dans l'agriculture. Ouais. Oui. OK. Mais je crois que je suis la 11e génération de Giard en Amérique du Nord et ça a toujours été des agriculteurs. Alors, j'ai brisé la lignée d'agriculteurs. Dans la Montérégie? Oui, toujours Montréal et la Montérégie. Ceci étant dit, oui, je suis né sur une ferme laitière et céréalière à Saint-Simon-de-Bagotte, dans le coin de Saint-Hyacinthe. Mais bien sûr, ça a marqué mon enfance, le rythme des saisons, la stabilité que procure le fait de grandir sur une ferme. Puis évidemment, ça a orienté mes intérêts futurs quand il y a eu le temps de décider d'une carrière. Alors, j'avais de l'intérêt pour la santé animale, j'avais de l'intérêt pour l'agronomie. J'ai étudié là-dedans, puis j'ai œuvré 33 ans et demi en financement en entreprise agricole et agroalimentaire. Parce que ça, c'était pas prévu en sortant, comme on a dit tantôt, en sortant de l'école, mais il nous arrive des fois dans la vie des opportunités, puis on dit, attends un peu, là, on va se le dire, c'est le gouvernement fédéral, attends un peu, on va regarder ça. Je pense que ça mérite d'écouter, on va se le dire comme ça, là, ça méritait de les écouter à ce moment-là. Mais comment c'est arrivé, là? C'est-tu juste parce c'était-tu un concours qui était ouvert ou des fois on dit toujours à la blague, ça dépend qui tu connais, mais dans votre cas, c'est arrivé comment? C'était-tu un concours? Dans mon cas, c'est arrivé, il y avait des entrevues d'embauche pour FAC sur le campus. Alors moi, j'ai mis mon nom, j'ai dit ça a l'air intéressant, pourquoi pas. Je terminais mon baccalauréat au printemps 89, j'ai mis mon nom, je suis allé passer l'entrevue, on m'a offert un emploi. Alors la vie a pris ce tournant-là à ce moment-là et je ne l'ai jamais regretté. Ben c'est sûr, parce que ça vous a permis en fait, quand vous avez été là, vous avez voyagé, j'imagine, un peu, ou c'était plus pour le Québec? Vous aviez à un moment donné l'Est ontarien, mais c'était-tu... est-ce que c'était principalement au Québec ou ça vous a permis de voyager un peu dans le Canada? J'ai débuté comme conseiller en financement à la base, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, où est situé le siège social de Soleno. Et j'ai occupé des postes à responsabilité croissante qui m'ont amené à voyager à travers le pays. Effectivement, j'ai visité 9 des 10 provinces canadiennes
OK. grâce à mon travail. Pourquoi la 10e, on ne l'a pas faite? C'est parce qu'il n'y a pas d'agriculture? Ça n'a pas donné? Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné, OK. Il n'y a que Terre-Neuve qui manque à ma culture. Là. OK. C'est moins peut-être agriculture, plus pêche, plus peut-être, mais il doit en avoir sûrement un petit peu peut-être. Il y en a un peu, mais ce n'est pas la plus grosse province d'un point de vue agricole. Bon, là, je le sais qu'on va dire c'est Québec, mais dans les provinces que vous avez visitées, qu'est-ce que ailleurs, il faut en parler, c'est important, mais ailleurs, là, je sais que la culture, c'est différent. Si on s'en va dans l'Ouest, c'est laquelle, mettons, on vous dit, OK, c'est le Québec, mais après ça, là, mettons, on est chauviniste un peu. Après le Québec, là, il y en a-t-il une qu'on pourrait nommer? Juste pour le plaisir, parce qu'il y a des grands étendues dans l'Ouest. Là. Il y a des grandes étendues dans l'Ouest. On ne soupçonne pas à quel point les superficies agricoles sont importantes dans les prairies. Il faut avoir voyagé, passer en voiture ou survoler en avion pour voir l'infinie étendue des terres agricoles de l'Ouest. Et de fait, dans l'économie agricole canadienne, il y a 40% qui se passe dans l'est du pays, puis il y a 60% de l'agriculture, du revenu agricole qui est dans l'ouest du pays. Alors, on peut dire que ça a un plus grand poids dans l'ouest que dans l'est, curieusement. Par contre, le Québec et l'Ontario, je pense, au niveau laitier, on est pas mal dans les champions, pas mal en tête de liste là-dessus, du côté laitier. Fait que c'est différent parce qu'il coûte l'étendue des prairies, là, puis tout ça. Exactement. Québec, Ontario, c'est 70% de la gestion de l'offre. Quand même, c'est pas rien là, non plus. C'est pas rien. Donc, voilà. On a passé sa vie, évidemment, fait que donc, dans le financement, mais quand vous êtes sorti, on l'a dit tantôt, Vincent Giard, je rappelle mon invité au balado agricole Soleno, Vincent Giard, en fait, parce que là, vous êtes un jeune retraité, mais après ça, vous avez fait quelques cours de financement, vous avez été au HEC, que je voyais également, puis tout ça, vous avez, fait que c'est ce côté-là qui vous a emmené à des perfectionnements, si on veut? Oui, j'ai toujours eu de l'intérêt pour la connaissance, puis poursuivre mes études. Alors, après avoir travaillé 2-3 ans comme conseiller en financement, j'ai entrepris des études de maîtrise en administration des affaires à l'École des hautes études commerciales à Montréal. Et j'ai fait un BA en finance et en marketing. Et ça m'a bien servi dans ma carrière, absolument. Puis ça m'a aidé à acquérir des habiletés de gestion là, qui m'ont servi quand je suis devenu gestionnaire. Exact. Parce que là, dans votre travail de tous les jours, après ça, on dirige une équipe, mais c'est, oui, on prête de l'argent, mais c'était en même temps de la vente. Il faut faire de la vente parce que vous n'étiez pas tout seul. C'est un peu ça. Oui, absolument. Il faut faire de la représentation, il faut établir des relations d'affaires, il faut être capable de bien communiquer ce qu'on peut faire, mais surtout bien comprendre le besoin des entrepreneurs et d'apporter une solution de financement qui répond aux besoins des entreprises, des entrepreneurs. Fait que, donc, je veux qu'on parle un petit peu parce que vous avez vu tantôt, tu sais, on parlait, tu sais, on l'a dit, au même endroit, 33 ans, quand même pas rien. Aujourd'hui, c'est moins courant qu'on va voir ça. C'est moins courant. Vous avez vu des changements, vous avez vu plein d'affaires. Vous avez vu, tu sais, d'une famille peut-être de 7 enfants aujourd'hui, mais c'est 2 enfants. Mais vous avez connu quand même quelques générations, là, tu sais. Vous avez sûrement quelques petites anecdotes, c'est des gens que vous avez pendant 33 ans vu ou je ne sais pas rencontré des gens qui ont été fidèles à vous? Là. Absolument, absolument. Quand j'ai débuté en 1989, on sortait de la crise des années 80. C'est vrai, en 89, oui. Et là, 33 ans, 34 ans plus tard, là, l'industrie a évolué constamment. J'ai été chanceux dans ce sens-là. J'ai évolué dans ma carrière avec la progression de l'industrie agricole et agroalimentaire au cours des 30-35 dernières années. On observe des phénomènes comme la financiarisation de l'agriculture. Hein? On est parti d'une situation il y a 40-50 ans où les familles sont nombreuses, la main-d'œuvre est disponible, le capital de la ferme n'est pas si important, pas besoin vraiment d'être rémunéré. À une situation aujourd'hui où les fermes sont devenues des véritables PME avec des millions d'actifs, où le capital doit être rémunéré, où les marges de profit sont minces, où les habiletés de gestion ont
joue un grand rôle dans le succès des entreprises. Mais j'avais vu plusieurs... en fait, il y a des familles... Là, les générations, vous suivez. Tu sais, des fois, on dit, là, le père passe la relève, puis là, l'enfant, des fois, tu sais, il veut prouver que, ouais, le père faisait ça de même, mais là, moi, je vais faire ça autrement. Est-ce que ça l'a suivi également? Ouais. Oui, quand on observe qu'on a fait un prêt pour établir le père, puis maintenant on fait un prêt pour établir le fils, fils. Là, je pense que ça fait plus qu'une génération, en tout cas, au moins une génération que j'œuvre dans cette industrie-là, oui, on a vu ça. Puis, évidemment, l'industrie a évolué énormément depuis 35 ans. Pensons juste à tous les avancées technologiques, toute l'informatisation des fermes, tout l'avancement d'un point de vue génétique, que ce soit animal ou que ce soit au niveau végétal. Animal, la génomique commence à transformer la génétique. Et au point de vue végétal, tous les organismes génétiquement modifiés, comment on a amélioré les rendements avec l'avancée, les avancements d'un point de vue génétique, génomique. Incroyable. C'est incroyable également comment ça va vite aussi dans ce secteur-là. Des fois, il y a d'autres secteurs, on va dire l'électronique, ça, c'est 2-3 ans après, mais l'agriculture également aussi, aujourd'hui, tout est... T'as pas le choix de suivre la parade. Pas le choix de suivre la parade. Tout l'arrivée des technologies, toute l'agriculture de précision, l'avancement de la science, l'avancement de la connaissance transforme l'industrie, crée ce sentiment d'accélération. Puis même, à la limite, des fois, on voit un peu de techno-anxiété chez les entrepreneurs agricoles et dans d'autres secteurs. Ça va vite et c'est difficile de demeurer bien au fait. La beauté d'un balado, Vincent Giard, c'est parce que des fois, on peut tirer d'un bord puis de l'autre, puis on revient, on a du temps. Je veux juste revenir parce que je vous entendais dire, tu sais, la génération aujourd'hui, tu sais, un producteur agricole, aujourd'hui, les gens s'en rendent pas compte, mais il doit savoir comment la machinerie fonctionne, mais il doit savoir aussi, tu sais, au niveau du bétail puis tout ça, mais la gestion, c'est énorme, les lois, maintenant les lois environnementales, ce que tu n'avais pas il y a peut-être 25-30 ans, ou du moins pas mal moins, puis tout ça, c'est rendu que ça prend des gestionnaires. D'ailleurs, on voit de plus en plus des gens qui reprennent la ferme, qui sont minimum un cégep, et puis après ça, un universitaire, beaucoup d'universitaires maintenant, beaucoup. Absolument. Pour être un bon agriculteur, et je dis souvent qu'il faut savoir faire tous les métiers. Oui. Comme tu viens de l'énumérer, Richard, il faut être bon dans le domaine des cultures, dans le domaine végétal, il faut être bon dans le domaine animal, il faut être bon dans le domaine de l'alimentation, il faut être un bon mécanicien, un électricien, un plombier, un bon gestionnaire, il faut aimer la comptabilité, il faut comprendre l'informatique, il faut savoir se servir d'un téléphone intelligent, les médias sociaux. La liste est longue. Alors, ça devient bien exigeant pour les producteurs agricoles, d'où l'importance de savoir bien s'entourer, de pouvoir s'appuyer sur des partenaires solides, des fournisseurs qui nous aident, qui font une partie du travail pour nous, qui nous amènent l'expertise manquante. Alors, le réseau, savoir s'appuyer sur un réseau de fournisseurs et de partenaires qui nous aident à avancer, à aller plus vite, c'est un élément essentiel du succès des PME. Je veux revenir parce que c'est votre expérience, la finance puis tout ça, mais j'ai une question parce qu'on sait, tu sais, dans le monde agricole, exemple, je sais pas moi, un producteur, il va avoir une compagnie, exemple de tracteur, tu sais, il va être fidèle à la compagnie de tracteur. On dit, lui, il y a un vert, l'autre, il y a un bleu, l'autre, il y a un rouge. Tu sais, les gens, tu les entends parler, sont fidèles. Est-ce que dans la finance, c'est pareil ou c'est parce qu'on sait, des fois, un quart de point, ça peut pencher dans la balance, on pourrait être 1 million, 10 millions, je ne sais pas. Est-ce que dans ce monde-là, on est capable de fidéliser nos gens également ou c'est-tu quelque chose qui est plus dur que... Je vous dirais que le monde de la finance est un monde compétitif comme dans le drain, comme dans le drainage. Comme dans le drainage pour ce qui est de Céléno, la production de drains agricoles, de drains français. Mais comme dans tout genre d'industrie, il y a plusieurs acteurs qui offrent des solutions, qui offrent d'excellents produits. Alors, au-delà du produit, ce qui fait la différence, Richard, souvent, là, c'est l'expertise. C'est le conseil, c'est l'accompagnement qui vient avec la solution ou le produit qu'on achète. C'est le service après-vente, souvent.
Et c'est valable aussi dans le financement, pas juste dans la machinerie, pas juste dans d'autres choses, mais dans la machinerie également. Puis dans le monde complexe dans lequel on est, les producteurs, là, ils veulent, puis les propriétaires de PME, ils veulent pas se faire vendre des choses. Ils veulent apprendre des choses. C'est vrai. Ils veulent ils veulent comprendre. Dis-moi ce que tu peux faire pour m'aider à être meilleur, à prendre des meilleures décisions, à être plus efficace, à être plus rentable. En fait, je vais faire affaire avec toi, mais pourquoi? Dis-moi pourquoi. Là. Voilà. Pourquoi ça serait mieux que le voisin ou que ton voisin? Oui. Et as-tu une proposition de valeur clairement définie? Qu'est-ce que tu m'apportes? Moi, je suis toujours surpris de voir les producteurs parce que, écoutez, on le sait, c'est 7 jours sur 7. On va s'entendre. Si t'es dans le laitier ou tu as des animaux, c'est 7 jours. On s'entend là-dessus. Mais peu importe la culture qu'on fait, de voir l'hiver, là, tu sais, dans la saison plus tranquille, il y a pas une journée, je pense qu'il n'y a pas une formation pour les producteurs, puis ils sont vraiment sollicités, mais ils sont là. J'imagine que vous autres aussi, vous faisiez des formations comme d'autres, parce que nous, on en a fait également. Oui. Puis je suis toujours surpris de voir, mais c'est la soif, hein. Nous, c'est soif de culture, mais eux autres, c'est la soif d'apprendre. C'est un peu ce qu'on vient de mentionner. C'est qu'ils n'ont pas le choix de se recycler. On n'a jamais terminé d'apprendre. On a passé d'une vie pour apprendre à propos de nous-mêmes, puis apprendre tout ce qu'il y a à savoir. Tu sais, dans tout ce que vous avez vu, vous avez vu une évolution, Vincent Giard, depuis 33 ans et même plus dans ce monde-là, on peut-tu dire que l'agriculture au Québec va bien, se porte bien? Tu sais, des fois, on entend certaines revendications, mais dans l'ensemble, les producteurs, je pense que tout le monde a évolué, tout le monde a grandi, tout le monde a grossi, on va le dire comme ça, là, dans le sens que on s'est agrandi, il y a moins de petites fermes, hein, c'est un peu ça, là, il y a moins de... Mais dans l'ensemble, les gens vont bien. Oui. Ça demande un peu de nuance, là. La croissance de la population mondiale, la croissance de la population canadienne et québécoise apporte une augmentation de la demande pour les denrées agricoles. Alors ça, c'est un point positif. Au Québec, 40% du revenu agricole est sous gestion de l'offre, prix stable, prix défini en fonction des coûts de production. De ce côté-là, ça va. Il y a un autre 30% qui est stabilisé, qui est sous ASRA, 30-35%. Donc, de ce point de vue-là, ça va. Mais il y a des productions pour lesquelles c'est difficile dernièrement avec la hausse du coût des intrants, la hausse du coût des intérêts. Je pense à l'industrie porcine, la baisse de la demande mondiale pour la viande de porc a amené des enjeux importants dans l'industrie porcine. Cette année, les changements climatiques, ou en tout cas les précipitations abondantes ont créé des enjeux importants. Ça amène d'autres enjeux également. D'autres enjeux, notamment pour les producteurs maraîchers. On a vu que ça a causé des enjeux importants. Alors, oui, ça va bien. Il y a des segments de marché, il y a des productions pour qui c'est plus difficile. Porc et maraîchers, cette année, ont été durement affectés, je vous dirais. Parce que vous avez eu la chance, Vincent Giard, de travailler, exemple, pour le fédéral, donc on dit c'est à la grandeur du Canada. Est-ce que le Québec, on fait mieux, on est correct, on pourrait faire mieux dans l'agriculture? Mais en fait, ma question est très grande parce qu'il y a la partie production. Si je prends au niveau des grandes cultures, c'est sûr que l'Ouest canadien, c'est très grand, mais si je regarde, on est-tu performant, le Québec, en agriculture par rapport aux autres provinces? Mettons qu'on mettrait ça sur général. Tu sais, on dit qu'on parle à la fin de l'année, les bilans, là, on est-tu bon? On est-tu pas pire? Oui, on peut citer un exemple parce qu'au Québec, là, 70% la production agricole est transformée. Alors, on ajoute la valeur. Il y a un processus de création de valeur avant que cette production agricole-là soit mise en marché. Ce qui n'est pas le cas dans les prairies canadiennes. Il y a encore cette façon de faire, de produire une denrée de base, de la mettre sur le train, de la mettre sur le bateau et de l'exporter. En fait, ils transforment moins. Ils transforment moins parce que, historiquement, il y avait moins besoin de le faire. Là, c'est différent. C'est en train de changer. Mais le Québec peut mieux faire. D'ailleurs, il y a une stratégie au niveau québécois d'augmenter l'autonomie alimentaire qui découle là, de la grande prise de conscience dans le cadre de la pandémie et qu'on pouvait produire davantage. Sinon, on n'a qu'à penser au programme qui a été mis de l'avant pour augmenter les superficies en production en serre. C'est vrai, c'est vrai. Alors, le Québec est sur la bonne voie. Maintenant, il y a un phénomène de concentration des fermes aussi. Là. Ça, on n'y échappe pas. Hein? Il y en a moins, mais en fait, on produit pas moins. On produit plus, mais avec moins de fermes. Avec moins de propriétaires, on va le dire comme ça. C'est important de nuancer ça, de spécifier ça. C'est vrai. Deux choses là-dessus. Il y a un phénomène de concentration. Alors, la ferme moyenne a tendance à disparaître. Soit qu'elle devienne grosse, soit qu'elle reste
comme elle devient petite parce que les autres progressent, d'une part. Ceci étant dit, pour la première fois l'an dernier, il y a eu une augmentation nette du nombre de fermes parce qu'il y a eu beaucoup de démarrage de petites fermes. Dans du maraîcher particulièrement, je pense, parce oui. que sinon, c'est pas évident de dire on s'en va dans le lait, là, évidemment. Ou c'est plus dans le maraîcher. Souhaitons que ça va durer. On souhaite que ça dure, on leur souhaite le meilleur des succès. C'était souvent des fermes plus petites, comme tu le mentionnes, Richard, avec une mise en marché locale, des circuits courts. Oui. Mais si on entend parler, puis je pense qu'en tout cas, il y a un engouement. Oui. Je rappelle mon invité au Balado Soleno, c'est M. Vincent Giard. Et puis, Vincent, je veux revenir. Est-ce qu'au provincial, ici, parce que de par votre expérience, de par le fédéral, est-ce qu'on est-tu plus dur avec nos producteurs agricoles au niveau des lois, des normes par rapport à d'autres provinces? On est-tu dans les tops, tu sais, parce que depuis les dernières années, là, tu sais, l'environnement, là, tu sais, les producteurs, ils ont vraiment l'environnement. Ça semble quand même bien aller, mais tu sais, tu peux faire tout ce qu'ils vont te demander, mais à un moment donné, il y a un coût qui va faire qu'en bas, au net, là, tu as de la misère à faire de l'argent, là. On est-tu pire que les autres provinces? Le Québec est un chef de file en matière de réglementation environnementale. Il faut bien comprendre qu'au Québec, l'agriculture, le 2% des terres agricoles se pratiquent principalement le long du fleuve Saint-Laurent. Alors, ça influence là, la responsabilité environnementale là, qu'on doit avoir. Les autres provinces, parfois, la réglementation environnementale peut être moins restrictive. Mais écoutez, je ne suis pas un spécialiste de l'environnement, mais je suis capable de porter ce jugement-là. C'est important dans le cadre là, de les changements climatiques, mais aussi dans le cadre de la réduction de la biodiversité. C'est important de s'en soucier. Ce qui est important. Et de trouver le bon équilibre entre les contraintes qu'apporte la réglementation et les bénéfices qu'apporte la réglementation. Puis c'est important de dire aussi, parce que longtemps, tu sais, on a été sur le dos des producteurs et productrices agricoles au niveau de l'environnement. Puis moi, je pense qu'il y a eu énormément, il y a eu un bond de géant qui a été fait, tu sais, à un moment donné, là, dans plusieurs secteurs. Puis aujourd'hui, c'est important de le mentionner. Puis on en parlait tantôt, tu sais, quand on parlait de relève, bon, mon père, là, puis là, le garçon arrive, mais les jeunes aussi arrivent, on sort fraîchement des bancs d'école, fait que veut pas, on a eu plus de sensibilisation à l'environnement. Pas que dans le temps, parce que dans le temps, c'était comme ça. Aujourd'hui, on arrive, puis il y a une sensibilisation à l'environnement. Donc, mais il faut le dire, là, les producteurs se sont énormément, en fait, ont pas eu le choix, se sont adaptés, ils ont suivi. Absolument. Il y a eu de très, très grands efforts de fait en matière de réduction de l'impact sur l'environnement, puis les producteurs, dans ce sens-là, là, méritent d'être reconnus. D'ailleurs, ça me fait penser, M. Bossinat, Richard, j'ai eu l'occasion de rencontrer des producteurs dans 9 provinces sur 10. Ouais. Et j'en suis venu à la conclusion suivante, ils ont 2 choses en commun. La première, ils veulent un juste prix pour leur produit pour ce qu'ils mettent en marché. Ça, évidemment, c'est normal, pour pouvoir couvrir leur coût de production. Mais la deux éléments, ils veulent être reconnus pour ce qu'ils font. Et avec raison. Avec raison. Parce qu'ils travaillent énormément, 16 jours par semaine, dans des conditions difficiles, à la merci de la météo. Il faut savoir faire tous les métiers, alors de longues heures, pour des fois bien peu de reconnaissance et des fois davantage moi, je comprends. Puis, tu sais, est-ce qu'on en fait assez aussi en même temps? Quand je dis on en fait assez, exemple, je peux nommer les médias ou d'autres, pour reconnaître, parce que, tu sais, on peut dire à la blague, à quand un gala pour les plombiers? Non, mais à quand un gala pour les électriciens? La même chose, à quand un gala vraiment pour, tu sais, le dimanche soir à la télé, qu'on va honorer des producteurs et des productrices agricoles parce qu'il se fait des choses extraordinaires au Québec. On a juste à suivre qu'est-ce qui se fait, là. Puis c'est incroyable, le travail. Puis en 5 ans, des fois, tout ce qu'ils ont réalisé, ça a aucun sens. Mais je comprends, mais il me semble qu'on pourrait peut-être en faire un peu plus là-dessus, de ce côté-là, je ne sais pas. Absolument. La reconnaissance, c'est un besoin très humain. Alors, on tombe dans les facteurs humains. Les producteurs, comme je disais, des longues heures, travaillent très fort, veulent être reconnus, veulent pas être blâmés ou décriés. Tu sais, l'industrie agricole, on en revient à reconnaître l'importance de l'industrie agricole dans l'économie
de nos régions, nos provinces, notre pays. Et une économie agricole prospère, c'est à la base de tous les pays prospères sur la planète. Et dans ce sens-là, le Canada, là, Richard, est un des 5 pays les mieux positionnés pour devenir le fournisseur de denrées alimentaires de la planète. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. On a les ressources. On a la terre, on a l'eau, on a la connaissance, on a l'équipement, on a l'infrastructure, on a les institutions de recherche, les universités. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Qu'est-ce qui manque? On continue? On continue, on est bien parti. On pourrait dire des grandes politiques nationales qui favorisent une certaine coordination de l'expansion de l'industrie. Facile à dire, pas facile à accomplir. Quand tu as 10 provinces, c'est que l'agriculture et l'agroalimentaire est une compétence partagée. C'est pas facile à attacher tout ça ensemble, mais on voit que à long terme, ça s'en va dans la bonne direction. Vincent Giard, juste avant qu'on fasse une première pause de notre balado, là, si je reviens au Québec, qu'est-ce qu'on produit ou qu'on fait pas assez au Québec qu'on pourrait peut-être faire plus? Parce que là, je sais, c'est pas évident d'avoir des terres de disponibles, mais y a-t-il une production moi, je parle de canneberge, exemple, parce que dans les dernières années, ça s'est développé énormément au Québec, puis c'est le fun de dire aussi que maintenant, on produit autant, sinon plus que le Wisconsin, mais avec la moitié moins de terre ou à peu près. Donc, au niveau de la canneberge, y a-t-il une autre production qu'on serait capable de faire plus? Tantôt, vous avez effleuré un petit peu, la production en serre. Là, on voit que le gouvernement a aidé un peu au niveau des tarifs d'hydro, ce qui permet de... il y a des productions, on voit, je pense au Lac-Saint-Jean, on fait une production de cocombes où on récolte 365 jours par année. Là. Le matin de Noël, il y a des gens qui recueillent des cocombes. Là. C'est incroyable. Alors, ça, c'était pas là il y a 10 ans passés. Là. Mais y en a-tu d'autres productions qu'on pourrait... je sais pas, ou y a-t-il des productions qui sont moins évidentes qu'on pense pas qu'on pourrait faire, mais finalement, on pourrait le faire? Là. Je sais pas, ma question est large, là, parce qu'on produit beaucoup d'affaires, là, mais... En fait, ta question, elle est large, Richard, mais elle est très pertinente, puis elle nous amène à la question de l'occupation du territoire. Qu'est-ce qu'on fait avec les ressources dont on dispose? Actuellement, on cultive beaucoup de maïs, beaucoup de soya pour nourrir du bétail, des porcs qu'on exporte. Est-ce que c'est une utilisation optimale du territoire? C'est pas à moi d'y répondre, mais il y a une réflexion à faire. Est-ce qu'on pourrait faire d'autres productions? La réponse est probablement oui. Donc, puis on le voit que, on parle de changement climatique, que peut-être, ça peut nous emmener aussi à cette réflexion-là, de dire, finalement, on serait capable de faire ceci ou cela éventuellement. Je rappelle mon invité au Balado Soleno, c'est M. Vincent Giard. Je vais le dire de même, ça fait drôle, mais jeune retraité de Financement Agricole Canada. Puis après la pause, on va parler d'un autre angle parce qu'on n'arrête pas, c'est pas parce qu'on est un jeune retraité qu'on arrête de même. On peut pas sortir la personne comme ça de l'agriculture. Au contraire. Juste une pause, on revient. Vous écoutez le Balado Agricole Soleno. Culture. Soif de culture. Le balado des professionnels du domaine agricole présenté par Soleno. Soif de culture. Animé par Richard Bossinotte. Animé par Richard Bossinotte. Alors, on est de retour à notre deuxième partie, si on veut, avec mon invité qui est M. Vincent Giard. Je rappelle, Vincent Giard a été 33 ans au Financement Agricole de Canada. Puis là, comme on a dit, c'est un jeune retraité. Vous pouvez l'entendre même dans sa voix, comment il a la voix jeune, bien entendu. Vincent Giard. Puis là, je vais aborder la partie, en fait, là, évidemment, on prend pas vraiment de retraite. On sort pas la personne de l'agriculture, mais on fait d'autres choses des fois, puis il nous arrive d'autres opportunités. Puis là, c'est un peu ça, parce que là, avant d'arriver au conseil d'administration de Soleno, mais vous êtes, en fait, vous travaillez ou vous êtes un consultant pas innocent. D'abord, si tu consultant, travaillant, c'est quoi? C'est le travailleur autonome? Alors, je suis maintenant un pigiste. Je suis un conseiller d'affaires principal pour Innocente. On est 125 conseillers qui œuvront là, au sein de cette OBNL, Innocente. On peut décrire Innocente comme un accélérateur de croissance. On aide les propriétaires de PME à prendre de meilleures décisions, à prendre les bonnes décisions, de meilleures décisions, à accélérer leur croissance, leur rentabilité, à faire en sorte que
les entreprises soient pérennes et soient transférables à la prochaine génération. Donc, Innocente, là, en partant, c'est un OBNL, comme on dit, donc un organisme à but non lucratif, mais pas seulement agriculture. Là. C'est important de le mentionner, vous venez de le dire, c'est en fait de PME, on a une PME. En fait, là, moi, j'arrive avec un projet, je dis, j'ai peut-être un projet d'agrandissement, je veux acheter. En fait, vous allez me structurer, c'est un peu ça, c'est quoi? C'est selon mes besoins? Oui, absolument. Les conseils d'affaires chez Innocente, ça couvre un large spectre d'expertise, puis les services qu'on offre, ils sont adaptés aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Puis dans plusieurs secteurs d'activité, agroalimentaire, c'est principalement là que j'oeuvre, mais aussi il y a le manufacturier innovant, il y a les industries créatives, il y a le commerce de détail, il y a transport logistique, aéronautique, technologie, puis entreprise de services. Alors, c'est très large. Est-ce que vous êtes un organisme là, Innocente, une porte d'entrée là, où j'ai besoin de vous allez me monter un dossier, puis avec ça, je peux aller chercher mon financement, je peux aller chercher une subvention si c'est éligible. C'est-tu un peu ça, dans le fond? Vous êtes comme des éclaireurs un peu? Oui. Des guides? On aide. C'est un processus de co-création. On n'exécute pas le travail à la place du propriétaire de la PME, mais on travaille ensemble pour faire avancer les dossiers, pour répondre aux besoins spécifiques identifiés de l'entreprise. Que ce soit dans un enjeu de marketing et de communication, un enjeu de gouvernance, l'optimisation des opérations de la logistique, l'alignement stratégique, les ressources humaines, la modélisation, puis la recherche de financement. Tout ce qui est la commercialisation ou la transformation numérique. On voit que les PME, qu'elles soient agroalimentaires ou dans d'autres secteurs d'activité, c'est souvent les mêmes enjeux. Là. Enjeux de ressources humaines, enjeux de financement, on l'a mentionné, enjeux d'efficacité opérationnelle. Comment je peux faire plus d'argent? Comment je peux améliorer mon efficacité? Fait que c'est là que vous intervenez. Oui. Mais pour que les gens comprennent bien, puis tu sais, des fois, ils disent « Ah, ouais, c'est intéressant, mais y a pas de petits projets? Comment vous déterminez si on prend un mandat ou pas? Est-ce que, c'est-tu comme, j'allais dire, un avocat, des fois, il dit « Oh, je prends cette cause-là ou je la prends pas. » Ça fonctionne comment pour prendre un mandat? Oui. Y a-t-il une grosseur? Y a-t-il un minimum? C'est 1 million, 2 millions? Non, mais je veux dire, de projet d'investissement, comment ça fonctionne? Alors, pour rester bien général, on intervient avec la PME. Puis la PME, c'est défini entre des revenus de 2 millions jusqu'à 200 millions. Ah, OK. Bon. Ceci étant dit, il y a un volet agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire, on commence à 1 million. Ouais, mais c'est j'allais dire presque un minimum aujourd'hui. Non, c'est pas mal ça. Hein? C'est pas mal ça. Il y a des jeunes pousses qui sont pas encore tout à fait là, mais on commence à partir de 1 million pour justement les aider à accélérer leur croissance. Vous êtes un accélérateur de croissance. C'est comme ça qu'on vous définit. Oui. Puis là, ça fait pas tellement longtemps, Vincent Giard, parce que là, pour vous, c'est un nouveau, c'est comme, j'allais dire, des nouveaux mandats. Là. Est-ce que vous en avez déjà quelques-uns de fait depuis votre jeune retraite? Depuis le mois de mars que j'ai joint Innocente. En fait, j'ai pris ma retraite l'automne dernier, puis j'ai pris quelques mois de pause pour toutes sortes de raisons, prendre soin de moi et de ma famille et tout. Puis là, je me suis dit, c'est le moment d'avoir la deuxième carrière que je souhaitais. Et Richard, moi, la deuxième carrière que je souhaitais, c'était exactement de faire un peu de consultation et de siéger sur des conseils d'administration. Et c'est la raison pour laquelle j'avais été chercher une certification en gouvernance d'entreprise, là, et le titre d'administrateur de société certifié. Alors, je me suis dit, j'ai 55 ans, j'ai travaillé 33 ans et demi, j'ai envie d'une nouvelle vie. Alors, on va quitter le monde du financement pour entrer dans celui de la consultation, du conseil d'affaires et de la gouvernance sur des conseils d'administration. Et je suis très heureux de cette nouvelle vie. Je reviens toujours à
Innocentre. C'est comme ça que, bon, mettons, y a-tu un mandat, là? Y a-tu quelque chose qui, tu sais, hey, moi, j'aimerais ça, à un moment donné, qui m'arrive et qui me propose un client, là, un producteur ou une productrice. Tu sais, y a-tu un mandat, là, qui pour vous, là, je prends ça à la base puis je le montre. Y a-tu un défi, quelque chose que vous aimeriez faire, là, tu sais, un gros contrôle? Je sais pas trop quoi. Tu sais, ma question est quand même très ouverte, très large, là, mais tu sais, des fois, dire, hey, j'aimerais ça qu'il m'arrive un projet, là, je sais pas, il veut acheter 3 voisins, il veut agrandir la ferme de 400 puis je sais pas, là, c'est quoi qui vient vous chercher là-dedans, qui vous allumerait, là, mettons, là? Ben, moi, spécifiquement, mon expertise chez Innocentre, ce que j'apporte, je suis beaucoup dans l'agroalimentaire, mais l'expertise que j'ai est transposable dans d'autres secteurs d'activité aussi, dans le secteur PME de la PME, absolument. Alors, ça tourne beaucoup au niveau de l'efficacité des opérations, du financement, de la gestion des équipes de vente, et de la culture d'entreprise aussi, la gestion des ressources humaines. C'est tous des domaines auxquels j'ai touché et qui sont des leviers importants pour que ça fonctionne bien dans une PME. Pour que ça fonctionne bien dans une entreprise, là, les choses et les rôles doivent être clairs. Quand tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire, quand il y a de la clarté, il y a de la confiance. À condition que tout le monde aussi fasse son rôle. Il y a ça aussi. C'est beau sur papier, mais il faut que ça suive. Clarté au niveau des rôles, puis clarté au niveau des orientations stratégiques. Puis quand tu attaches avec ça, la clarté au niveau c'est là qu'on s'en va. De tes budgets, de tes investissements, tout ça là, converge, puis fait en sorte que tout le monde tire dans la même direction. Des bonnes équipes de vente, les directeurs des ventes, Richard, tu sais comment ça fonctionne, hein? Quand l'équipe est performante, les ventes sont au rendez-vous, généralement la rentabilité est au rendez-vous, si on arrive à contrôler nos coûts de production. Alors... Mais là, ma question est à large, la réponse est large aussi, si je comprends bien. Là, c'est un tout, là, dans le fond, là, c'est un tout comme mandat. Est-ce que c'est les mandats qui sont longs lorsque vous êtes... 6 mois. 6 mois? Ah, OK. 6 mois, 200 heures, généralement. Et c'est une équipe multidisciplinaire. C'est la beauté d'Innocentre, c'est ce qui m'a attiré là. Je les connaissais de par mon ancienne carrière, mais on est toujours 2, 3, peut-être 4 sur un mandat. C'est un mandat. Alors, c'est une équipe multidisciplinaire. Puis chacun ses tâches, comme vous venez d'expliquer, dans le fond. Chacun ses tâches. Généralement, Vincent, vous allez faire ça, puis l'autre va faire ça. Des expertises complémentaires. Alors, ça met le client en confiance. Là. Il n'est pas juste dépendant d'une seule personne, mais il peut bénéficier là, de la connaissance, de l'expertise, de l'expérience. OK. 2, 3 personnes. Donc, c'est le fun. Tu sais, c'est un bel après-carrière. Tu sais, c'est absolument. Moins... Tu sais, on se met moins peut-être de pression sur le dos. Tu sais, on a moins la pression du quotidien peut-être parce que là, c'est des mandats. On a 6 mois pour le faire, dans le fond. Ouais. Curieusement, Richard, il m'arrive encore des fois de me réveiller la nuit et de penser à mes clients. Je pensais que c'était terminé, cette vie-là. Ah ouais? Mais non. Ça suit, ça continue. On prend ça à cœur. Mais effectivement, le fait d'être 2, 3, une équipe multidisciplinaire, ça aide à partager. Pas la pression, mais la responsabilité d'apporter le meilleur conseil pour aider la PME à croître. Et ce qu'on dit à nos clients potentiels, c'est dites-nous votre problématique, là. On va vous aider à la définir. On va voir s'il n'y a pas d'autres problématiques sous-jacentes. On va bâtir la bonne équipe pour vous aider à résoudre l'enjeu qui vous préoccupe. Ce qu'on dit à l'entrepreneur, qu'est-ce qui t'empêche de dormir? T'as le problème? T'as un problème de ressources humaines? T'as un problème d'efficacité des opérations? T'as un problème de mise en marché? T'as un problème de gestion d'équipe de vente? T'as un problème de marketing? On peut t'aider. On va bâtir l'équipe. C'est-tu déjà arrivé que, exemple, j'allais dire peut-être dans votre autre vie au financement agricole ou encore avec Innocentre, là, que vous montez un projet, mais ça arrive des fois des entrepreneurs qui... Ouais, ils m'ont recommandé ça, mais j'écoute pas nécessairement. Ça arrive-tu que ça dévie un peu? Oui, ça... Non, ben, tu sais, parce que l'entrepreneur va avoir une vision, va avoir une idée, puis les gens de la finance ou des gens comme vous qui arrivent de l'externe, ils ont dit, gars, si tu veux, le corridor, ce serait comme ça. Ça arrive-tu que ça dévie un peu? Ou on a déjà vu ça dans le passé en masse, là. Hein? Vous avez un certain sourire, Vincent Giard. La réponse, Richard, est oui. Poser la question, c'est répondre, c'est dans la nature humaine. Ben oui, c'est vrai. Ceci étant dit, moi, ce qui m'importe, puis toi aussi dans ton travail avec Soleno, c'est de demeurer intègre, de demeurer professionnel, d'avoir donné le meilleur conseil en fonction de tes connaissances, de ton expertise,
de tes valeurs, des valeurs de ton employeur. Après ça, si le client, lui, veut faire autre chose, c'est sa décision, c'est sa PME. Alors, nous, on l'accompagne, on donne le meilleur conseil. L'utilisation qu'il en fera, ça lui appartient. Juste une petite pause très rapide pour s'identifier. Vous écoutez le balado agricole Soleno. On est de retour au balado agricole Soleno. On va entamer la dernière partie. Mon invité est M. Vincent Giard. Donc, on a parlé évidemment de la carrière à Financement agricole Canada. On parle de l'après-carrière innocente. Puis là, Vincent Giard, évidemment, comme j'ai mentionné tantôt, on s'est croisés, nous, en ce qui me concerne, dans de nombreuses expositions. Tu sais, souvent, on fait les mêmes au niveau de l'agriculture pendant les dernières années. Mais comment c'est arrivé, là, vous, votre arrivée à Soleno, évidemment, c'est, j'imagine, un contact de M. Alain Poirier, le président de Soleno. Comment c'est arrivé, là, l'approche au niveau du conseil d'administration? Il y avait des gens qui quittaient le conseil, là, tout ça. Puis là, parce que vous êtes arrivés 2 nouveaux membres en même temps. Oui, annoncé en mars dernier. Alors, comment c'est arrivé? L'automne dernier, au mois d'octobre, je crois, j'ai reçu un appel d'Alain Poirier, que je connaissais déjà. Ouais. Parce qu'on œuvre dans la même industrie. Soleno est un joueur important dans l'agriculture, dans l'industrie de la gestion de l'eau. Hein. Pas seulement du drainage, mais tout ce qui est la gestion de l'eau. Et Alain, on s'est rencontrés. Il m'a parlé qu'il cherchait des niveaux à renforcer l'équipe de son conseil d'administration, à renforcer la gouvernance. Et puis, on a eu des discussions. J'ai manifesté de l'intérêt. Puis Soleno, c'est une belle entreprise. Là. On peut être très fiers de la réussite de cette PME-là. C'est un éco-leader de premier plan. On pourra en parler un peu plus tard. Alors, de fil en aiguille, j'ai eu un beau cadeau de Noël. Alain m'a confirmé que ça allait fonctionner je crois que c'était le 24 décembre. OK. Alors, donc, ça s'est quand même fait rapidement, quand même. À l'automne passé, oui. L'automne passé. Oui. Puis, tu sais, on disait renforcer au niveau de la gouvernance, parce que c'est un peu ça, un conseil d'administration, c'est d'aller chercher des expertises extérieures, des gens qui sont pas nécessairement toujours dans le quotidien de l'entreprise, mais qui voient ça sur un autre angle. C'est un peu ça, là. Absolument. Des gens qui ont un œil externe, des gens qui posent des questions. Siéger sur un conseil d'administration, c'est ne pas tout savoir, mais c'est savoir poser les bonnes questions puis chercher les zones d'ombre. Est-ce qu'on est à risque? Y a-t-il des facteurs de risque qu'on n'a pas identifiés ou qu'on ne voit pas? Et la meilleure façon, c'est de poser des questions puis afin de déterminer si on a regardé partout. Fait que vous allez emmener votre côté, évidemment, agricole, agriculture, parce que Soleno, même le président Alain Poirier, toutes les fois qu'il a la chance de le dire, le mentionne, qu'on est venu au monde avec l'agriculture, puis on continue énormément à investir et à développer dans l'agriculture aussi. Absolument, absolument. Je suis venu au monde là-dedans. Ma carrière a été dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Et mon après-carrière aussi, autant chez Innocente que sur les conseils d'administration sur lesquels je siège. Mais quand vous arrivez au conseil d'administration, exemple comme Soleno, est-ce qu'on vous dit, Vincent, on aimerait avoir ton idée sur un dossier précis? Y a-t-il des dossiers est-ce que les administrateurs ont des dossiers spécifiques? Non, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de... Pas à ce moment-ci. Okay. On est encore... chacun apporte des contributions. Parce que c'est récent, là, dans votre cas. Ouais, voilà. Mais bien sûr qu'on a des champs d'intérêt particuliers puis des domaines d'expertise là, qui nous sont propres. Alors, mais dans votre cas, il y a l'agriculture, oui, mais vous avez également aussi un côté marketing, vous avez un côté administrateur, on est aux finances également, là. Voilà. Et puis, j'allais dire un côté de finance, parce que vous avez passé votre vie pas à nager dans l'argent, mais dans l'argent, parce que, tu sais, on prêtait, on fait des prêts, on fait une parenthèse ici, un clin d'œil, vous avez bien compris, là, mais c'est un peu ça, là. Oui, j'ai prêté quelques milliards dans ma vie, bien sûr. Alors, effectivement, tu apportes ton bagage d'expérience, ton bagage de connaissances, puis aussi la rigueur que requiert le fait de siéger sur un conseil d'administration, puis les responsabilités qui viennent avec le fait d'être un administrateur. C'est-tu votre premier conseil d'administration style PME ou des fois on peut siéger, mais sur un conseil d'administration qui va être un organisme X, Y, Z ou PME comme Soleno quand même, là on est 500 employés? Oui, je dirais que c'est la PME la plus importante là, sur laquelle j'ai eu l'opportunité d'œuvrer. Ceci étant dit, je siège aussi sur le conseil consultatif là, du Centre hospitalier universitaire vétérinaire
à Saint-Hyacinthe, qui est quand même assez exigeant. Là, on est dans un autre domaine, le domaine universitaire de la formation, mais ça amène une certaine complexité qui est intéressante. Non, c'est intéressant parce que c'est un autre monde, c'est complètement un champ, absolument. Un champ qui est à part, qui est pas le même exemple de Soleno. Voilà. Vincent Giard, moi, écoutez, c'est sûr que j'aurais plein d'autres questions, mais on est toujours, on revient parce que c'est votre métier, c'est votre profession, vous êtes agronome à la base de formation, comme on l'a dit tantôt. L'agriculture, on en a parlé, l'agriculture au Québec va bien. Il y a un bel avenir pour l'agriculture. Je ne sais pas comment je l'avais demandé tantôt ou l'aborder, mais est-ce que nos gouvernements, si je prends le Québec, on supporte-tu assez encore nos agriculteurs? Je sais que la question est un peu... Des fois, on sent que le gouvernement est là, des fois, on sent qu'ils sont moins là. On les supporte-tu assez, nos producteurs et productrices agricoles? Ben, dans ma carrière, j'ai toujours essayé d'éviter de faire de la politique. Mais moi, il faut que je pose la question. C'est pas mon rôle. Ben, on peut dire, Richard, qu'au Canada, le Québec est une des provinces qui intervient le plus en matière de support du revenu à cause de l'ASRA, l'assurance stabilisation des revenus agricoles, puis à cause de l'assurance récolte. Maintenant, est-ce que ces programmes-là sont parfaitement adaptés à la nouvelle réalité? Faut qu'ils évoluent. C'est ça. Tu réponds à la question. Ils sont évoluent pour évoluer parce que l'industrie change et le climat change. C'est vrai, mais c'est ça. Il y a des nouvelles réalités, là. Il y a des nouvelles réalités. Les changements climatiques, c'est une nouvelle réalité. On l'a vu cette année avec des précipitations plus fréquentes, plus abondantes. Et ça, là, il va falloir des programmes de support du revenu, entre autres d'assurance récolte, qui sont adaptés. Mais c'est une belle chose quand même que le Québec s'essaie de donner d'outils comme ça, d'assurance ou de garantie avec les gouvernements. En fait, c'est l'union, en fait, c'est la force des producteurs, tout le monde ensemble. Puis c'est tout en notre honneur, tu sais, qu'on ait, parce que ça assure aussi, c'est important, il faut nourrir les gens. Souvent, c'est le slogan des producteurs, on nourrit le monde, tu sais. On l'a vu beaucoup durant la pandémie. On était, en passant, les producteurs, durant la pandémie, n'ont jamais arrêté, ça. Ils ont toujours produit, les vaches donnaient du lait tous les jours. Moi, c'est quelqu'un qui me disait ça, il me dit, Richard, les vaches, il faut être là, pandémie ou pas, masque ou pas, ou désinfecte ou pas, c'était ça quand même pareil. Il faut le souligner, ce travail-là qui a été fait. Absolument. Tu sais, on a parlé de d'autres corps de métier souvent qui étaient indispensables, mais on n'a pas arrêté de manger. Au contraire, je pense qu'on a mangé plus durant la pandémie, puis on a pris un petit verre de vin peut-être de plus aussi. Non, mais c'est ça pareil. On était plus à la maison, les gens étaient à même le frigo, ils étaient à la maison, alors tendance à manger plus. Puis on n'a pas manqué de rien. Au contraire, les producteurs, productrices agricoles, il faut le mentionner, ils étaient là. On peut les reconnaître, absolument. Vincent Giard, c'était un plaisir. Je ne sais pas en terminant s'il y avait quelque chose à dire au niveau de l'agriculture, au niveau... moi, des gens, souvent quand je parle avec des gens, me disent « Richard, écoute, on travaille fort, mais c'est un mode de vie. C'est une belle... tu sais, quelqu'un qui a travaillé dedans, qui est dedans. Je sais pas comment on pourrait terminer notre entretien, tu sais, mais un mot pour nos producteurs, productrices agricoles, Vincent Giard, avec qui vous en connaissez des centaines, des milliers au Québec. Des milliers, là. Des milliers. Moi, je dirais que le plus beau cadeau que vous pouvez faire à un agriculteur, c'est de le remercier pour le travail qu'il fait. Là. Ouais. Puis plus qu'une fois. Chaque fois que vous rencontrez un agriculteur, hey, merci de nourrir la population. Je pense qu'il n'y a pas de métier plus noble que celui que de produire de la nourriture pour nourrir la population. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, là, on l'a dit tantôt, on roule le réfrigérateur plusieurs fois dans une journée. Absolument. Puis le garde-manger aussi, puis ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part, puis il y a des gens qui ont travaillé très fort derrière ces produits, ces denrées. Vincent Giard, en fait, nouvel administrateur du conseil d'administration de Soleno, merci beaucoup d'avoir accordé du temps aujourd'hui à notre balado Soif de culture, puis c'était vraiment un plaisir. Merci à vous. Merci, Vincent Giard. Vous écoutez le balado agricole Soleno.